arbre. Au milieu, fontaine, avec une biche en plâtre, et puis après, tu peux rajouter des gonzesses qui dansent ou qui t'amènent du raisin comme dans un stéré, mais ça va causer une fontaine. Non, pas si on met une biche en plâtre au milieu. Ah, mais t'as tout pas vu? Alors, c'est oui, c'est oui. T'en es pas un peu trop de la graisse, là? Ah, mais j'ai cheveux fins, Hervé. Le seul truc qui est fin chez toi, en fait. Salut Francis, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fous, là? Je bosse. Tiens, tu tombes bien. Alors, quand est-ce qu'on va faire le garage à vélo dans le parking souterrain? Le garage à vélo dans le parking souterrain? Ah, ben oui, mais j'y suis sur le coup. Si, c'est vraiment un pays de merde. Attends, il ne fait que pleuvoir. Moi, tous les soirs de l'année, je repars avec le cul mouillé. L'arrêt humide, c'est chiant, ça. Ça fait marrer? Non. Qu'est-ce que tu foutais avec la pado, là? Je le déplace. C'est Madame Carole qui me l'a demandé. Carole t'a demandé de déplacer le panneau? Mais de quoi elle se mêle? C'est le panneau du syndicat du CE, ça. Écoute, à moi, la politique, elle m'a dit du change de mur, puis voilà, elle termine. Mais non! Sur ce mur, c'est pas pour rien. Alors, tout occupe espace de ça, bordel de merde. Du don, ça te dérange pas, là, si je t'encolline, là, tu s'arranges, c'est moi, quand on parle pas propre. Je n'ai jamais qu'il est mort, j'ai sympa. Voilà. Excuse-moi. Excuse-moi, Francis. On discute entre camarades, non? Ah bon, voilà. Je ne t'ai pas rien cahoué. De toute façon, cette histoire de garage et vélo dans le parking, j'en occupe vraiment. Oh oui. Le pipeau, ça bravo, là. 50 d'une jour de la même chanson. Fait 10 à 50, là. Alors, monsieur le barf, pas encore fini? Il y avait Vert qui coince. Oui, je coince, oui. Vous ne trouverez pas ses bras droits. C'est moi qui lui remets ce panneau. En tant que délégueur du personnel et délégueur sonical, je vous rappelle, je me mets sur la mur d'en face, précisément pour en améliorer l'accès. Là, quand les gens lisent, ça craint dans le bouteillage. Monsieur le barf, franchement, enfin moi je l'ai jamais. Si vous déplacez ce panneau, moi je vous colle un conflit social sans précédent, sans préavis et sans délai, ok? Ok, voilà. Monsieur le barf, on le remet. Voilà. Putain, je le remets. Bah oui, oui. Voyez Monsieur Dumont avec ses petits bras, il a deux doigts de nous déclencher un conflit mondial, alors on le remet. C'est vrai qu'il a l'air en forme, hein. Et dans la foulée, tu pourrais peu être lui parler, tu sais, du garage à vélo, expresso, décomposition, introduction, le théâtre de l'absurde quotidien. Nous sommes en 2004, l'année où Facebook n'est encore qu'un balbutiement dans un dortoir de Harvard, où les téléphones portables servent principalement à téléphoner et à jouer à Snake, et où le summum de la modernité en entreprise se résume à un mot, un seul, prononcé avec une gravité papale par la direction: l'open space. Au cœur de cette entreprise anonyme, nichée dans une zone industrielle interchangeable de la grande couronne parisienne, ne cherchez pas le bureau du grand patron, ni même la salle du conseil d'administration. Le véritable centre du pouvoir, le cœur battant et névralgique de l'organisation, est un rectangle de linoléum usé de 12 mètres carrés, sobrement intitulé Espace détente. Ce nom, aussi ambitieux qu'imposteur, désigne en réalité le purgatoire social, où les âmes en peine de la vie de bureau viennent expier leurs heures de travail. Le mobilier, choisi avec le soin d'un gardien de prison décorant une cellule, se compose d'une table haute en formica couleur vomi de la veille, cerclée d'un aluminium cabossé, et de 3 tabourets si inconfortables qu'ils semblent avoir été conçus par un ostéopathe sadique. Contre le mur trônent les deux monolithes de la vie sociale de l'entreprise. D'un côté, un distributeur de friandises et de boissons dont les néons blafards baignent des barres chocolatées fatiguées et des sodas aux couleurs radioactives dans une lumière de fin du monde. De l'autre, la véritable idole, la déesse païenne de ce petit monde, la machine à café. C'est une bête massive, un mastodonte de plastique beige et de métal qui grince, siffle et gémit comme un asthmatique en fin de course à chaque fois qu'on lui réclame son nectar brunâtre. Elle ne prend que les pièces, et de préférence avec une certaine condescendance, n'hésitant pas à en recracher une sur deux avec un bruit de mépris métallique. Cet espace est un carrefour, un non-lieu paradoxalement devenu le théâtre de toutes les scènes capitales. C'est ici que les rumeurs naissent, que les alliances se forment et que les coups bas se préparent. L'air y est un mélange complexe. L'arôme âcre du café lyophilisé se mêle à l'odeur de cigarettes froides qui s'infiltrent depuis le couloir, où la pause clope est une institution non officielle, une trêve tolérée dans la guerre des nerfs quotidienne. Autour s'étend le champ de bataille.
l'immense plateau de l'open space. C'est une mer de cloisons basses, gris-souris, d'où émergent les têtes des employés comme des périscopes anxieux. Chaque bureau est un hôtel dédié à la technologie de l'époque. Un ordinateur de bureau beige et volumineux, surmonté d'un écran cathodique qui occupe la moitié de l'espace vital et chauffe la pièce mieux qu'un radiator. Le silence est précaire, constamment perforé par le cliquetis des claviers, les sonneries polyphoniques des Nokia 3310 et des Motorola Razr, et le bourdonnement des unités centrales. L'accès à Internet, via un modem 56K qui chante la sérénade de la connexion pendant de longues minutes, est un privilège rare, une fenêtre sur un monde extérieur que la direction surveille d'un œil soupçonneux, traquant la moindre tentative d'utilisation à des fins personnelles. Cet open space vendu par la direction comme un outil de communication horizontale et de synergie dynamique a surtout réussi l'exploit de supprimer toute forme d'intimité tout en rendant la communication plus difficile. On chuchote pour ne pas déranger, on s'envoie des emails pour parler aux voisins d'en face, et l'on fuit vers l'espace détente pour la moindre conversation confidentielle. L'espace détente n'est donc pas un simple décor. Il est un personnage, un confessionnal laïque, un témoin muet des ambitions minuscules, des trahisons mesquines et des comédies humaines qui se jouent chaque jour. Sa laideur fonctionnelle est le miroir parfait de la vacuité des vies qui s'y croisent. Un sanctuaire de l'absurde où chaque gobelet en plastique renversé peut devenir un drame, et chaque pièce de monnaie insérée, le début d'une nouvelle intrigue. C'est ici, et nulle part ailleurs, que bat le cœur malade de l'entreprise. Partie I. Lundi. Le calme avant la tempête. Chapitre 1. L'aube d'une semaine ordinaire. Le lundi matin à 8h57, l'espace détente ressemblait à un marécage après une nuit sans pluie. Calme, stagnant, avec une odeur de vase. Le néon du distributeur clignotait paresseusement, comme s'il hésitait à commencer la semaine. C'est dans ce décor que les premiers protagonistes du drame quotidien faisaient leur entrée, attirés par la machine à café comme des papillons de nuit par une ampoule grillée. Le premier à fendre le silence fut Hervé Dumont. Comptable de son état, syndicaliste par vocation et dépressif par nature, il s'approcha de la machine avec la démarche d'un homme qui porte le poids du monde, et de la dernière augmentation manquée, sur ses épaules. Sa chemise à petits carreaux, rentrée dans un pantalon de velours côtelé marron, criait son désespoir. Il tenait à la main un mug orné du logo de son syndicat, déjà à moitié écaillé. Il inséra une pièce de 50 centimes, qui fut immédiatement rejetée avec un cliquetis sec. Saloperie de machine capitaliste, marmonnait-il pour lui-même avant de retenter sa chance. C'est à ce moment précis que Jean-Claude Convenant fit une entrée fracassante. VRP, voyageur, représentant, placier. Pour JC, si ses initiales signifiaient surtout vendre, ruler, profiter. Il portait son costume comme une armure, un tergal légèrement brillant au coude, assorti d'une cravate à motif géométrique criard qui semblait avoir été dessinée sous l'influence de substances illicites. Une sacoche en simili-cuir élimé battait contre sa hanche. Il dégageait une aura de confiance en soi inversement proportionnelle à la qualité de son après-rasage bon marché. « Salut Renton Plan !» lança-t-il à Hervé, tout en lui claquant une main sonore dans le dos qui faillit lui faire avaler son désespoir. « Alors, on lutte contre le grand capital pièce par pièce ?» Hervé se retourna, le regard noir. « Ne me touche pas, Jean-Claude, et ne m'appelle pas Rantemplon. Oh, ça va, un peu d'humour. T'as une tête de cocker triste ce matin. C'est la nouvelle convention collective qui te chagrine. Ils ont remplacé la prime de panier par un ticket restaurant. L'outrage. » Jean-Claude se servit un café, sa machine à lui ayant accepté la pièce du premier coup. Il touilla son gobelet avec une assurance de conquérant. Sa vie, c'était ça, une succession de petites victoires sur le système. Il passait ses semaines sur la route, au volant de sa Peugeot 206 de fonction, la voiture la plus vendue de l'année, son petit royaume de plastique et de moquettes où il était le seul maître à bord. Entre deux rendez-vous clients, il écoutait Kay Morrow sur l'autoradio et rêvait de la commission qui lui permettrait enfin de changer le lino de sa cuisine. Sa vie était un subtil mélange de solitude, de pression des objectifs et d'une créativité sans borne pour gonfler ses notes de frais. « J'ai passé un week-end de dingue, mon Hervé », reprit JCC en s'adossant à la table haute. « Samedi soir, boîte de nuit à Mellon, ambiance de folie. J'ai sympathisé avec 2 Suédoises. Des jumelles, des canons, je te dis pas. On a fini la soirée chez elles. J'ai fait du suédois première langue, si tu vois ce que je veux dire. Il ponctua sa tirade d'un clin d'œil si appuyé qu'il faillit se luxer la paupière.
Hervé le regarda avec un dégoût infini.